vais rester enfermée dans cet appartement sans pouvoir sortir. Et en gros, ce qui va se passer, ça va être un jeu, un super jeu pour eux certainement. Ce fameux cousin, il va rester debout, habillé. Moi qui vais être mise à genoux de force devant le mec avec qui j'avais déjà couché, qui va devoir le sucer. À chaque fois que je vais m'arrêter, je vais dire en fait j'en peux plus, j'ai pas envie, je vais avoir les larmes aux yeux. Et il va répéter tout le temps cette phrase. T'as entendu ce qu'elle a dit? Elle en a marre. La pauvre. Et il me giflait. On met le coup de couteau définitif pour dire qu'en fait, on m'enlève toute humanité, que je suis plus rien en fait. Je suis arrivée en école de commerce à mes 18 ans, juste après mon bac. Et c'est vrai que j'ai tout de suite senti un écart entre les autres et moi. C'est vrai qu'en école de commerce, très souvent, c'est des personnes qui sont assez aisées financièrement, avec les parents derrière, etc. Et donc tout de suite, j'ai vu des regards et les gens ont compris qu'on n'était pas pareil. Et moi, j'étais très fière d'être ici parce que j'avais travaillé tout l'été pour me payer cette école. Vu que j'avais vécu du harcèlement dès ma primaire jusqu'à mon lycée, j'espérais qu'en études supérieures ça change. Donc je me suis dit, tu es en direct dans le moule, tu fais pas de vagues et on y va. J'ai eu des amis assez rapidement, sauf que très vite, il y avait un rapport aux relations sexuelles que je comprenais pas vraiment. Tout le monde racontait ses ébats, ce qu'ils avaient fait la veille avec un tel ou un tel. Et moi, j'étais toujours vierge. On me faisait ressentir que c'était un vrai problème. Et donc, très vite, c'est devenu finalement une priorité. En école de commerce et dans les écoles un peu supérieures, on a souvent des bureaux des étudiants, etc. Et la responsable communication était toute seule et j'ai eu la chance qu'en fait, elle poste un message en disant qu'elle recherchait quelqu'un pour l'aider et cette personne, ça a été moi. Sauf que malheureusement, c'est une amie à moi maintenant, elle a eu des problèmes personnels qui ont fait qu'elle a dû partir et je me suis retrouvée à tout gérer toute seule. Forcément, on se retrouve à 3 ou 4 dans un bureau des étudiants, dans une école où il y a des centaines et des centaines de personnes. Vous êtes au centre de toutes les préoccupations. Donc très vite, j'ai été une personne populaire entre guillemets de mon école et j'ai été mise en lumière. Donc quand on est populaire dans une école de commerce, en bref, ça se résume à avec qui elle couche, quelle tenue elle a portée hier à la soirée et comment elle va arriver aujourd'hui en cours. Quand on arrive à la période de Noël, on va organiser une soirée de Noël. Avant cette soirée, je tiens un stand où on va vendre les tickets pour la soirée. Moi, j'avais un petit peu parlé aux gens, etc. Et via des messages échangés sur Facebook, j'avais parlé à un garçon qui s'était montré très entreprenant, qui m'a très vite appréciée. Alors que moi, je rappelle qu'à ce moment-là, je suis un peu une petite minette qui comprend pas tout et qui se dit « mais qu'est-ce qu'il me veut ?» Et donc, je me retrouve à ce stand ce jour-là et il arrive. Et donc, je lui dis bonjour et tout, et je suis un peu dans ma paperasse. Et il me dit, toi, t'as pris la grosse tête, tu me calcules plus. Ce que je lui réponds, alors je n'ai pas pris la grosse tête, je suis juste occupée, et je ne te calcule plus, je ne te connais pas. Et donc, c'est normal. Non, mais moi, je te connais, et j'aurais aimé apprendre à te connaître, etc. Et en gros, on va échanger quelques messages, mais rien d'énorme. Et on va se retrouver à cette soirée. Donc, cette soirée où faut capter que ça fait 1 mois qu'on l'organise à 4 personnes. On est épuisés. On va boire à profusion à cette soirée. Moi, c'est une de mes premières soirées aussi, donc j'ai pas trop l'habitude, etc. Et cette soirée va être très floue. Je me rends compte que je danse avec lui pendant pas mal de temps. Il va me demander de descendre sur le parking avec lui. On descend, on se retrouve sur un parking très sombre. Et donc, il va m'expliquer à ce moment-là qu'il a une copine, mais qu'il a eu le coup de foudre pour moi et qu'il sait qu'il veut s'engager avec moi, mais qu'il faut lui laisser du temps. Pour recontextualiser un peu, avant tout ce qui va m'arriver dans ma vie, moi, je suis quelqu'un, limite, si on pouvait croire au licorne, c'était moi qui y croirais. Donc, je suis un peu touchée et si on revient au fait que je me suis fait harceler, etc. et que j'ai souvent été rejetée par les garçons, c'est enfin le moment que j'attends. On me reconnaît, on me voit et on s'intéresse à moi. Il me plaisait pas du tout, que ce soit physiquement ou mentalement, mais surtout physiquement, c'est à l'opposé de mon style de d'habitude. Mais juste, en fait, on m'accordait de l'attention. Et je pense que j'en avais besoin et je pense, c'est une des choses que j'aimerais soulever, mais que les gens qui veulent vous faire du mal ressentent exactement à qui ils peuvent faire du mal. Donc je pense qu'il m'a repéré à 10 000 km. Il va me dire de rentrer avec lui. Et ce à quoi je vais répondre que non et qu'il le sait certainement pas, mais moi je suis toujours vierge et que j'ai pas du tout envie de faire ça comme ça à la fin d'une soirée bourrée, etc. avec quelqu'un que je ne connais pas. Il va dire je comprends, il va m'embrasser et il va sortir son sexe sur le parking en me demandant de le sucer. Donc c'est-à-dire que tu comprends ma situation, que je suis vierge et que je ne veux pas le faire, mais tu me demandes quand même de te sucer sur un parking en pleine nuit alors que je suis bourrée et que je viens de te le dire. Pour moi on est toujours dans l'ordre de tout ça, c'est pas possible. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de maladroit. Il savait pas, il a pas compris.
Et on va rester dans mon histoire pendant très longtemps dans ce truc d'être aveuglée un petit peu. C'est vrai que je m'énerve un peu, que je suis très sèche en disant en fait pas du tout. Je suis quand même au centre de l'organisation, donc il faut gérer la soirée. Moi je me reconcentre là-dessus. J'oublie un peu ça, je lui dis on en parle plus tard. Et puis la soirée se termine. Les jours qui vont suivre, il va pas mal me parler, etc. On est toujours dans ce prisme un peu de tu es la femme de ma vie, tu es la personne que je veux, etc. On va parler pendant une semaine et après ça, il va partir chez sa copine le week-end et il va m'indiquer juste avant ne me parle pas du week-end, faut pas que je reçoive de messages de ta part, etc., etc. Et en revenant, il va recommencer à me parler comme si de rien n'était. Tout de suite, je vais dire que non et que ça se passe pas comme ça et que je préfère qu'on arrête parce que je me sens pas dans cette relation et que je me retrouve pas, etc. Quelques jours plus tard, il va me demander de venir chez lui pour qu'on s'explique. Il me semble qu'on est au mois de décembre de l'année de mes 18 ans et donc je vais aller chez ce garçon. Il va me dire qu'il est désolé, etc. mais que c'est vraiment important pour lui, qu'il m'apprécie vraiment, etc. Et de fil en aiguille, c'est ce soir-là que je vais faire ma première fois. Ma première fois, elle est bizarre. Elle n'est pas comme ce qu'on m'a raconté, mais en même temps, toute la journée, j'entends des expériences de personnes qui ont des relations sexuelles depuis des années. Donc, si on me parle de domination, si on me parle de faire plein de positions, de tester plein de nouvelles choses, je suis un peu perdue dans cette balance de est-ce que c'est normal pour une première fois, mais en même temps, toutes mes copines font ça. Mais toutes mes copines font ça parce que ça fait 3 ans qu'elles ont des relations sexuelles. Je pourrais pas dire exactement, mais j'ai toujours dit ça en souriant malheureusement en disant c'est le rapport de ma vie où j'ai fait le plus de positions. Alors qu'aujourd'hui j'ai 23 ans. C'est-à-dire que je me rappelle qu'il m'a retourné dans tous les sens, qu'il n'en avait absolument rien à faire et que moi forcément j'avais mal. Il va enchaîner en me disant qu'il veut me sodomiser et moi directement je vais plus rire de la situation qu'autre chose en disant en fait allô, c'est ma première fois, donc pas du tout. Et donc ça se finit, moi je pars. Avant de partir, je vois quand même des photos qui étaient un peu cachées de sa copine et lui, donc ça commence à éveiller un truc en moi en me disant c'est pas bon. Cette première relation sexuelle a été consentie, malgré le fait que ça s'est pas forcément passé comme j'aurais aimé que ça se passe. C'était consenti. 3 jours plus tard, on va à la patinoire avec mes copines, c'est un souvenir que j'aurai tout le temps. Et je regarde une de mes copines et je dis t'as saigné combien de temps après ta première fois? Elle me dit que 24 heures quoi, rapidement. Et à l'autre, moi ça s'est arrêté directement. Et là je leur dis mais moi ça fait 3 jours que je perds une quantité de sang astronomique. Et elle me dit Chana, c'est pas normal. Donc là je commence à un petit peu paniquer, donc je vais encore plus parler du fait que j'ai fait ma première fois parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et j'ai comme l'impression qu'il faut que je parle pour essayer de comprendre. J'en parle à certains de mes amis, etc. Et dans les écoles de commerce, ça va vite. Quelques jours plus tard, je commence à recevoir des menaces de ce garçon qui va me dire de fermer ma gueule en gros et qui va m'inviter à très vite me taire, sinon il va me casser la gueule. Et j'en parle à mes 2 copines de l'époque qui me disent Chana, arrête. Faut que tu arrêtes de lui parler, etc. Donc c'est vrai que j'arrête. 1 mois après ça, je suis à une soirée, je m'amuse et je me rappelle que je vais aux toilettes. Quand je me lave les mains, il sort des toilettes. Donc il me parle et tout, il me dit comment ça va, est-ce que tu veux rentrer avec moi? Et je lui dis mais pas du tout en fait, on se parle pas parce que tu m'as menacée, parce que tu m'as laissée comme une merde alors que c'était ma première fois, alors que je croyais que tu m'aimais bien, c'est pas possible, etc. Moi complètement bourrée, il me ressort les violons, j'accepte les violons, on finit par rentrer ensemble. Ma tenue de soirée, c'était un pantalon, une veste de tailleur et un body en dessous en dentelle. Il arrive et tout, j'enlève ma veste, et donc je me retrouve en body. Et donc pendant que je vais lui parler, il va descendre mon pantalon et je vais continuer à lui parler en lui disant en fait je t'explique, ça se passe pas comme ça, blablabla. Et je me rappelle qu'il va me monter en étant en body sur lui et qu'il va commencer à bouger, etc. alors que je lui parle. Donc à ce moment-là, je vais m'énerver en disant en fait je suis en train de te parler et il en a rien à faire, il est là en mode je suis désolée, arrête, c'est bon, fin de l'histoire. On commence à coucher ensemble, encore une fois c'est consenti. Et donc on en revient au fait qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait la première fois parce qu'il voulait me sodomiser. Donc à ce moment-là, il va me mettre un doigt sans que je sois d'accord. Et donc je vais mal réagir et je vais dire qu'est-ce que tu fais, etc. Je vais m'énerver, il va dire je suis désolée et tout, etc. Et donc ça va se finir et moi je vais être pas bien. Je me rappelle que du coup entre l'heure où on est rentré, le fait qu'on ait couché ensemble, qu'on ait discuté et tout, on a dû se coucher à 5 h. À 7 h, j'étais réveillée en train de prendre mes affaires et de partir chez moi. J'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Et puis j'avais très mal. Quelques jours plus tard, on se retrouve dans la même situation que la première relation que j'ai eue avec lui. J'ai des saignements abondants et pareil, je demande à mes copines, non, c'est pas normal. Je vais chez une gynécologue. Donc je m'allonge sur la table et elle va prendre en fait l'ustensile qui permet d'écarter pour voir à l'intérieur. Et sans me prévenir, je vais lui dire est-ce que vous allez me rentrer quelque chose et toi? Elle m'a dit non. Et donc là, elle va le rentrer.
Et moi, je vais réagir en disant, en fait, vous me faites mal. Elle va me répondre que j'ai déjà couché avec un garçon, donc il faut que j'arrête de faire la sainte ni-touche et que je me laisse toucher. Le rendez-vous se termine sur vous êtes fissuré de l'intérieur, il va falloir que vous preniez un traitement et surtout pendant 10 jours, aucune relation sexuelle. Je sens que c'est pas normal, mais d'un autre côté, je suis un peu honteuse parce que, encore une fois, mes copines, elles me racontent des histoires de fous et moi, je vais aller leur dire que juste j'ai couché avec un mec 2 fois et que j'ai des problèmes comme ça. Donc, je me dis, bon, renferme-toi, dis rien, dans 10 jours, t'es sortie d'affaire, il n'y a aucun problème. Et donc, 4 jours plus tard, on se retrouve en soirée. Donc, il y a ce garçon et tout ça qui est en train de parler à une autre fille qui va devenir après sa nouvelle copine. Donc, je vais le voir et je lui dis, écoute, il faut qu'on parle. Et il me répond directement, non, on peut pas parler devant les gens et tout. Je t'ai déjà dit, je veux pas qu'on nous voit ensemble et tout. Donc déjà, là, la claque que je me prends, je me dis, en fait, je suis une merde, en fait. On veut même pas qu'on nous voit ensemble, quoi. La boîte a été très grande et derrière, il y avait des salles, etc. Donc, il me tire vers les salles. Et en fait, il me tire vers les toilettes. Et il me dit, viens, on va parler. Si on parle pas dans les toilettes, je veux pas te parler. Je me retrouve dans les toilettes handicapées, c'est une très grande pièce. Je vais parler en expliquant que ça va pas, que j'ai mal vécu nos relations et qu'il me traite très mal et qu'on peut pas me traiter comme ça. Et je vais commencer à expliquer comme ça et il va m'embrasser. Il va me dire, en fait, tu m'as suivi dans les toilettes, donc maintenant tu es là pour ça, donc t'as pas le choix. Et il va tirer mon short pour l'enlever. Donc je vais le relever, je vais dire, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais je t'ai dit qu'il se passerait rien, je veux plus coucher avec toi, je veux plus qu'il y ait rien, je t'explique juste qu'en fait c'est pas possible et que tu me manques de respect. Il retire. Moi, je vais essayer de sortir et il va me bloquer la porte, etc. Et donc là, je me dis, bon, il veut rien comprendre, on va utiliser la dernière carte que j'ai qui est réelle. Je lui dis, écoute, les 2 premiers rapports étaient tellement violents que j'ai une fissure et que je ne peux plus avoir de rapport parce que j'ai trop mal et que je saigne, quoi. Il en a rien à faire. Je sens que ça va partir en cacahuète et que je vais pas avoir le choix. Il y a ce truc qui vient direct à moi de, si on a une relation sans préservatif, directement on va être enceinte. Ou directement on va avoir le sida. Pour moi, ça se passe forcément comme ça. Donc, je me rappelle que je vais sortir un préservatif. Après, je pourrais lui dire peut-être 10 minutes à me débattre, etc. Les larmes aux yeux en se disant, bah, si j'ai pas le choix, mets au moins un préservatif. Faut savoir que pendant nos 2 premiers rapports, on s'était protégés et c'était moi qui avais ramené des préservatifs. Donc déjà, c'est un red flag. Il va commencer à me pénétrer, etc. Moi, je vais avoir vachement mal et ça va être un truc où je vais pas mal me débattre, je vais dire que j'ai mal, je vais dire un non des dizaines de fois et là, je vais continuer. Je vais continuer à dire que j'ai pas envie, etc. Et puis, d'un coup, mon cerveau va déconnecter. Va continuer à me pénétrer et moi je vais rien pouvoir faire, donc je me rappelle que du coup je vais être contre le mur, donc je vais pas le voir et moi je vais commencer à avoir les larmes aux yeux, etc. Et je me rappelle que ce qui me ramène un petit peu, c'est le fait qu'ils me disent non je peux pas, c'est trop serré, faut que je l'enlève. Donc moi je me retourne et j'y écoute, en fait ça fait beaucoup là. J'ai pas envie, ça fait plein de fois que je te dis que j'ai pas envie. Et toi, en plus, tu vas me sortir que tu veux pas de préservatif alors que c'est les mêmes qu'on a utilisés les dernières fois. Il va me dire non mais je m'en fiche et tout. Et je vais dire non mais en fait tu vas pas l'enlever. Et pendant que je vais dire tu vas pas l'enlever, je me rappelle de cette scène qui est très rapide. Cette image elle quittera jamais mon esprit de il enlève le préservatif, il me retourne, il recommence à me pénétrer et moi je regarde dans les toilettes et je vois un préservatif plein de sang. Et donc en fait, je vais être bloquée sur cette image pendant peut-être toutes les minutes qui vont suivre. Je vais revenir à moi à un moment où je sens d'un coup une douleur beaucoup plus puissante et en fait je vais le pousser et je vais me rendre compte qu'il était en train de me sodomiser. Tout m'échappe en fait, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, j'ai l'impression que même si je me débat il n'en aura plus rien à faire et je pense que en tout, entre le moment où j'ai dit non au début, où je parlais tout ça et la fin du rapport, ça a duré 45 minutes. Et on finit par quelqu'un qui va sortir et qui va me dire écoute, faut que je finisse. Donc soit c'est en toi, soit c'est dans ta bouche. Donc je rappelle que moi j'ai très peur de tomber enceinte à ce moment-là, donc je me dis c'est hors de question. Et là je lui dis non mais écoute, on est dans des toilettes, donc tu peux finir n'importe où, etc. Non, en fait t'as pas le choix. Donc je me retrouve à devoir le faire finir dans ma bouche. Donc on est dans un truc où on passe un step direct en fait. Parce qu'en plus, on est sur plein de choses que j'ai jamais fait. On est sur plein de choses qui étaient encore une fois mystiques, avalées entre guillemets. On fait pas ça dès son premier rapport. Il y a un temps de confiance, de trucs. Et donc je me rappelle qu'on va sortir des toilettes et qu'il va me dire sors un peu après moi. Que ça a duré tellement de temps que quand on sort, il y a la lumière partout. Et je rappelle que tout le monde me connaît du coup parce que j'étais dans la passation. Et toutes les personnes qui se présentaient au lycée pour devenir le bureau des étudiants me regardent.
Et à ce moment-là, j'étais en plus avec un garçon, on s'entendait très bien et je voulais tenter quelque chose avec lui et je lui avais promis que j'étais concentrée sur lui et je vois le regard de ce garçon qui me voit sortir et qui dit en fait elle se fout de moi. Et moi je suis désarmée, je me dis en fait là on est en train de détruire toute ma vie. Moi ce qui m'intéresse le plus à ce moment-là c'est ce garçon qui me regarde et qui se dit en fait que cette fille c'est une meuf sale qui me respecte pas alors que je le respectais plus que tout au monde quoi. Il y a tous les gens autour qui sont en mode « Oh, Shana, on t'a vu et tout ». Et en fait, moi, je sors très très vite. Les semaines qui vont suivre, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, mais ça va être comme ça va rester comme ça et je vais pas trop en parler. Il va ensuite arriver le confinement. Et en fait, pendant le confinement, mon hypersensibilité va ressortir énormément. Je vais tout ressentir, un bruit de fourchette, ça va me faire péter un câble, je vais tout envoyer valser, insupportable. On va sortir du confinement et je vais me rapprocher de 3 filles avec qui je vais vivre la moitié du temps. Voilà, on va aller souvent chez elles, etc. Un jour, on est autour d'une table, on discute et elles connaissaient très bien ce garçon-là. Et donc, je leur dis, vous savez que je vous avais dit que j'avais couché avec cette personne. Elles me disent oui. Et je dis, en fait, je crois que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et elles me disent, raconte-nous. Donc, je raconte un peu comme je viens de le raconter. Et je les vois un petit peu perdre face, quoi. Et elles me disent, Shana, tu t'es fait violer. Donc moi, au début, je suis un peu dans un rejet, elle raconte absolument n'importe quoi. Après, il y a une prise de conscience très rapide où je pleure, etc. Et en fait, je suis un peu en mode, qu'est-ce que je fais de ça? Moi, je vais décider d'en parler à ma mère parce que ma mère, c'est vraiment ma meilleure amie, elle a toujours été là pour moi. Et donc là, je vais vivre quelque chose qui est encore plus dur, c'est voir ses proches souffrir. J'ai la chance d'avoir une mère qui a compris directement. Je pense que très honnêtement, sans elle, je serais pas là aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai une maman qui est un peu désarmée, qui ne sait pas quoi dire, qui est très émue, mais elle n'a pas l'habitude de montrer ses émotions, donc elle va vite sécher ses larmes. Elle va me prendre la main, elle va me dire qu'on va vivre ça ensemble, on va traverser ça ensemble et qu'elle ne va pas me lâcher. On en a parlé à mon père, on en a parlé à mes sœurs et il y a eu tout un truc où du coup toute la famille est au courant et moi j'ai un peu ce besoin de sortir parce que c'est très compliqué pour une famille de faire face à ce genre de situation. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui a été présente, etc. Mais on ne peut pas être à l'abri de certaines réactions. Par exemple, je pense à mon papa qui m'en voudra pas de dire ça, de dire que pour un papa c'est très dur. Et on ne sait pas comment gérer. Donc mon papa, il a très vite été sur « est-ce que tu veux qu'on aille le voir ?» Et une fois que j'ai dit non, il était encore une fois désarmé et il se dit en fait, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas aller le voir, c'est quoi la deuxième solution? C'est que se fermer et de dire à tout le monde, gardez votre peine, on ferme le passage. Et du coup, pour moi, à l'époque, très jeune, c'était très très dur. Je vois mon père d'un coup qui dit à tout le monde, en fait, on tourne la page. Et en fait, c'était son moyen à lui de gérer la chose. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et en vrai, je lui en veux pas du tout pour ça. Il y avait beaucoup de disputes à la maison parce que moi, j'explosais. Je savais pas comment communiquer et je me rappelle d'un soir où j'ai l'impression que je vais devenir folle. Parce que ça crie dans tous les sens. Moi, je dis à tout le monde de se taire, personne ne se tait, ça continue à crier. Et je me rappelle que je monte dans ma chambre, je crie à ma mère. Si tout le monde ne se tait pas dans la seconde, j'appelle l'hôpital. Et en fait, j'ai senti à ce moment-là mon cerveau qui allait exploser. C'était trop. Et donc à ce moment-là, je me dis que j'ai mes super copines et que c'est pas un problème. J'appelle une de mes copines et je lui dis j'arrive, je suis en train de faire mon sac, ça va pas chez moi et toi. Elle me dit appelle notre autre copine parce qu'il y a un truc et tout. Je me dis qu'est-ce qu'il y a et tout. J'ai déjà mon sac sur l'épaule, j'ai déjà prévenu que j'y allais et tout. J'appelle mon autre copine, elle me dit je suis désolée et tout, mais notre copine qui est dans la douche, c'était chez elle et on était tous un petit peu chez elle. Elle a décidé d'inviter son ancienne liste du bureau des sports. Et il a demandé s'il pouvait venir et elle lui a dit oui. Les viols, les agressions sexuelles, ça marque et c'est très dur, mais je pense que moi, ce qui a été le plus dur, ça a été la réaction des gens. Ça a été une bribe de ce qui a commencé à me dire, ça va être terrible. Parce que quand vous voyez des personnes, où c'est ces personnes-là qui vous ont dit droit dans les yeux, c'est cette personne t'a violé, et qui te disent tu seras toujours chez toi, viens quand tu veux, etc. Et au moment où vous avez le plus besoin, on vous dit en fait là, on va passer la soirée avec ton violeur. C'est des situations qui ne peuvent pas arriver, quoi. On se dit que même dans nos pires cauchemars, ça n'arrive pas. Je me suis sentie trahie, mais surtout, je savais plus. Je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Ce soir-là, je reste chez moi et tout, je vais m'enfermer dans ma chambre. Mon violeur a dit que j'étais une énorme menteuse. Donc moi, avec tout ce qui se passe, etc., je me dis, je vais en parler à mon école, parce que c'est important. Et ils me disent que si je porte pas plainte, ils peuvent rien faire. Je décide d'aller porter plainte. Mes parents m'emmènent, etc. Et c'est vrai que c'est assez dur.
Et je me retrouve devant 2 policières. On est dans une salle, pas du tout une salle interrogatoire comme on peut voir dans les films. On est dans une salle assez large, assez lumineuse. Et elles vont m'écouter. Je vais raconter. Elles vont se regarder, elles vont sourire et elles vont rire. Et je vais les regarder en leur demandant pourquoi. Elles vont me dire, madame, c'est pas un viol. Je vais dire, comment ça? Et elles vont me dire que vu que je lui ai donné un préservatif, c'est que j'étais consentante. Moi, je vais les regarder, une petite minette de 19 ans à l'époque, et je vais leur dire qu'en fait, c'est pas un viol, elles ont raison. C'est 3 viols. Je vais leur dire que j'ai donné le préservatif, qu'il a voulu l'enlever, donc là, on met fin à un premier viol. Qu'il a recommencé à me pénétrer sans le préservatif, qu'on est dans un 2e viol. Et qu'ensuite, il m'a sodomisé, donc on peut considérer que c'est un 3e viol. Et quand bien même, après, il m'a demandé d'éjaculer dans ma bouche, donc on pourrait même considérer un 4e viol. J'étais encore fait que là, vous me manquez de respect. Et donc ça a continué dans « vous ne comprenez pas, mais on vous dit ça pour vous, parce que ça va être très dur à défendre devant le procureur, etc. » Donc en fait, moi, je suis partie en courant, en pleurant. Et donc là, moi, je suis un peu face à un monde où je me dis « Ok, mes copines ne me soutiennent pas, la police ne me soutient pas. » Je me dis « Mais en fait, dans quel monde on est, quoi ?» J'ai l'impression que je suis devenue adulte d'un coup. Je suis passée d'une petite fille qui est idéalisée tout et tout le monde à quelqu'un qui voit le mal partout et qui se dit dans quel monde je vis. Donc du coup, après, je vais retourner voir mon école qui va me dire qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Moi, je vais leur dire que je me sens en danger, ils vont me dire qu'ils s'en fichent. Et on est à l'époque des confinements, reconfinements, déconfinements. Et je suis dans ma chambre et je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et je dis, il faut que je vienne en aide à ces personnes à qui on va dire, si t'as pas porté plainte, on peut rien faire. Je sais parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de mettre fin à mes jours, etc. Mais comment on fait? Si demain, quelqu'un a envie de mettre fin à ses jours et qu'on n'a rien fait. Donc je me dis que je vais créer une association et je sais pas trop de quoi parler au début et tout ça. Et je me dis, bon bah, violence sexiste et sexuelle, c'est une évidence. Je me dis, bon après, discrimination, bah, il y a un sujet. Après, il y a le harcèlement qui vient, parce que forcément, ce que j'avais vécu par le passé et tout. Et les comportements à risque viennent ensuite, parce que je me dis, bah ok, mes amis me disent souvent qu'elles se protègent pas, j'ai des amis qui prennent de la drogue, je vois des gens s'alcooliser jusqu'à se battre sur les parkings. Je me dis, il y a un truc à faire. Mon association, elle s'appelle Care About Us, donc j'ai pu la présider pendant 2 ans. On a fait plein de choses, des collectes, protection hygiénique, des partenariats pour donner des préservatifs. On a fait un court-métrage sur le harcèlement scolaire. Et après, j'ai rendu le flambeau quand j'ai dû partir. Je mets clairement en lumière qu'il y a un problème, que j'ai vécu quelque chose et je commence à dire, voilà, ce mec-là, il a fait un truc pas cool et tout, il faut que les gens soient au courant. Et à ce moment-là, je vais me rendre compte que, en fait, quand on est un peu plus haut que toi dans la société, dans la fame, dans tout ça, t'es morte. Et donc, je vais me retrouver face à tous mes anciens amis qui vont me dire que je suis une menteuse, que je suis bonne qu'à interner. Je me rappelle partir au Portugal à ce moment-là avec ma sœur pour souffler parce que ça va pas. Et passer une semaine à recevoir des messages d'anciens amis qui me disent qu'il vaut mieux que je ferme ma gueule parce que sinon je vais avoir des gros problèmes. Des gens avec qui je faisais la fête, avec qui j'allais manger et tout, quelques semaines auparavant. On va me suivre quand je vais rentrer chez moi. On va me prendre en vidéo. Ça va dégringoler, hein. On a tout le monde qui commence à prendre sa défense. Moi, je suis complètement perdue. Je continue avec mon asso, mais c'est l'asso de la chieuse, en gros, qui raconte que des bêtises et qui est complètement folle. J'ai jamais su pourquoi tous ces gens, ils ont plus pris sa défense. Moi, ce qu'on m'a souvent dit, c'est mon ami, je le connais, il pourrait jamais faire ça. Bon, à ce moment-là, du coup, je vivais la moitié du temps chez la 3e personne du groupe des filles du début. Et je me rappelle que je vais en cours, ça va pas, je sors en plein milieu du cours pour pleurer, pour vomir, enfin horrible. Je me rappelle de cette fille qui un jour me dit, écoute, en gros elle va m'expliquer que maintenant ce mec-là est heureux, qu'il a sa copine, qu'il refait sa vie, donc il faut que je lâche en fait et que je le laisse tranquille. Moi, j'ai les clés littéralement de cette personne, je vis chez elle. Donc je me rappelle qu'en fait, je passe chez elle, je pose les clés, je dis écoute, on ne se parlera plus. Et pareil, en fait, c'est des gens qui comprennent pas, qui sont là en mode bah c'est pas méchant, en fait, juste c'est une réalité. Je dis mais en fait, ma réalité à moi, tout le monde n'en a rien à faire. Donc après ça, je vais avoir la chance de rencontrer un groupe de copines merveilleuses. C'était un peu les filles au fond de la classe qui comprenaient rien, qui faisaient que des blagues et tout. Et en fait, moi, j'ai préféré être au fond de la classe à ce moment-là avec ces filles-là plutôt qu'être avec les gens populaires et tout ça. Et donc, je me retrouve avec ces filles et on va faire de plus en plus de soirées chez elles et tout. Et moi, j'essaye tant bien que mal de me réparer. À ce moment-là, je vais essayer de voir des psys. Ça va pas fonctionner. Je vais pas matcher avec les personnes que je vais voir, etc. Donc, je prends sur moi. Je me dis ça va aller et tout. Tout commence un petit peu à se taire, donc c'est bien. Je suis à une soirée chez mes copines.
Et il y a un garçon à qui je parlais un petit peu ces derniers temps, mais c'était vraiment un pote, enfin les discussions étaient très amicales. Il va me demander ce qui peut passer. Donc je vais me retourner vers ma copine en disant est-ce qu'il peut venir. Il va me dire oui et tout, on le connaît rapidement. Il va venir à cette soirée et on va se dire qu'on se plaît mutuellement, etc. Et du coup, il va me demander s'il peut rester dormir. Je lui vais dire oui. Et du coup, en gros, mes 2 copines avaient leur chambre. Et en gros, elles avaient un canapé lit dans le salon et on pouvait fermer. Donc, ça faisait une chambre complète. Une fois que tout le monde s'en va, nous, on se retrouve dans le salon, on ferme, on a notre chambre. Et on va commencer à coucher ensemble. Donc, à ce moment-là, je suis super consentante, il n'y a aucun problème. On va coucher ensemble, ça va se passer globalement assez bien. Ça va durer une dizaine de minutes, je pense. Et on finit, moi je m'allonge tranquillement et il va revenir au-dessus de moi pour m'embrasser et d'un coup son visage va changer, son regard va changer et il va commencer à vouloir coucher avec moi et je lui dis que j'ai pas envie, etc. Il commence à me bloquer, je lui dis tu me fais mal, lâche-moi les bras, etc. Il me bloque encore plus, il me bloque mes bras et tout. Je commence à parler, il veut pas que je parle donc il tourne ma tête et il m'empêche de respirer pendant des secondes hyper longues. À ce moment-là j'ai cru que j'allais mourir. Il va totalement changer, il va commencer à me violer. Sauf que à ce moment-là, à la différence c'est qu'on est allongé, que j'essaye de me débattre et tout, que lui il a tout son poids sur moi donc je ne peux faire aucun mouvement et donc on va être sur quelqu'un qui va en plus de me violer, me violenter. Donc là on ajoute un truc supplémentaire. Là je comprends que ma vie va partir en cacahuète juste après quoi. Moi j'ai toujours eu très peur de la violence, je suis la fille, dès qu'il y a une baston je pleure. Les larmes de mon corps, j'appelle ma mère pour lui dire il y a une bagarre alors qu'elle en a rien à faire. Donc là c'est très compliqué, donc je me retrouve avec à avoir très mal aux parties intimes, mais aussi à avoir des bleus un peu partout. Comme je disais, il va m'attraper très fort pour pas que je bouge, donc du coup on a un peu des bleus aux avant-bras, etc. Pareil sur les jambes parce que je bougeais pour me débattre, donc pareil des petites marques, mais c'était assez léger. Et en fait c'est surtout sur la poitrine. Il va attraper mes seins, les presser et les tirer en même temps. En gros, je me retrouve à la fin de ça, il va s'endormir direct. Moi, je vais aller voir mes copines en disant il y a un truc pas trop normal et tout, est-ce que vous avez de la crème? Elle me donne de la crème. Moi, je retourne me coucher. Le matin, il est un peu mignon avec moi, je lui dis en fait, barre-toi, j'ai pas envie de te voir. À ce moment-là, j'ai pas conscience que c'est un viol parce qu'on ajoute encore un truc supérieur qui est de dire qu'on avait couché ensemble juste avant. Donc du coup, on est dans tous ces trucs de société que tout le monde se pose, de comme c'était quoi ta tenue, mais en fait ta gueule, on en a rien à faire. Et là, c'est pareil. Je me dis, mais on a couché ensemble 5 minutes avant en fait. Donc c'est pas vraiment un viol, mais je me dis, il y a un truc qui va pas. Je rentre chez moi, fin de l'histoire et tout ça, et je me rappelle que le lendemain, je vais aller voir ma sœur en lui disant, est-ce que je devrais aller chez le médecin et tout. J'ai des traces sur la poitrine, elle va me dire, montre. Je vais soulever mon t-shirt, et elle va être choquée en fait, parce qu'on se retrouve devant une poitrine où j'avais des tétons en sang. J'avais en gros, on a beaucoup de vaisseaux dans la poitrine, tous mes vaisseaux avaient pété. J'avais des bleus partout, j'avais tous les vaisseaux en fait ils étaient rouge sang. Donc elle est très choquée, elle me demande ce qui s'est passé, j'ai dit non, un rapport comme ça. Et donc elle comprend qu'il y a un problème, elle essaye de me pousser, je lui dis en fait je m'énerve. J'ai pas envie d'en parler, je pars et tout. Donc on a quand même 10 jours qui passent où je comprends pas, où je suis pas très bien et après 10 jours je prends conscience que c'était un viol. Je me dis c'est une habitude en fait, c'est normal. Ça arrive tout le temps à tout le monde, je comprends pas et je me dis je vais pas vivre toute ma vie avec autant de violence, autant de... Moi je suis toujours très choquée que la violence, c'est ce que je retiens le plus de ce deuxième viol, c'est la violence que j'ai subie et donc je commence à être très anxieuse. J'entends une porte claquer, je stresse, les gens me collent un peu trop, je stresse. Il y a vraiment ce stress environnant et je me dis bon je peux pas en parler dans mon école comme j'en avais parlé à l'époque parce qu'on se rappelle. Et j'ai la chance ou la malchance que je contacte ce mec et qu'il me dit je suis désolée en fait je tiens mal l'alcool et je pense que oui il l'est fait. Donc on a un peu ce truc de quand on est victime en fait on a envie d'être reconnu mais j'ai envie de vous dire quand on est reconnu qu'est-ce que ça nous apporte. Je pense que moi ça aurait pu m'apporter de la paix mais je pense que j'ai un trop gros cœur. Donc après ça j'ai accepté de voir ce mec pendant 2 heures dans un café où je pensais pouvoir lui parler de ce que j'avais ressenti et ce que j'avais vécu. Au lieu que ça il m'a parlé pendant 2 heures des problèmes qu'il avait eu avec son père, pourquoi il était violent. Et moi, je lui disais que j'étais désolée. Et il n'était absolument pas désolé pour moi. Et après, j'ai vécu un truc, j'ai eu une période noire. Comme si j'attirais les gens. Quelques semaines après, je suis dans la rue, je rejoins des copines. Il y a un mec, ils sont 2, je me rappelle, peut-être la trentaine. Ils vont s'arrêter, ils vont me dire « Tu veux pas venir avec nous ?» et tout. Je vais dire non, comme ça peut arriver à plein de monde. Et ça m'est arrivé des centaines de fois et jamais comme ce soir-là. Et ce soir-là, il va me dire « T'es sûr que tu veux pas venir ?» et tout. Et je vais dire non, il va insister, il va me tirer, il va m'embrasser de force. Et quand on prend du recul, je me dis « Ça m'est jamais arrivé ça. Ça m'est arrivé qu'à ce moment-là. »
Et quelques temps après, je sors, je suis avec un de mes copains, on va rentrer dormir chez lui, etc. C'était 100% mon copain, mais ça m'arrangeait de pas dormir chez moi encore une fois. Donc on va monter dans un Uber, on va rire avec le chauffeur, etc. Ça va être un beau moment. On rentre, on dort, une semaine passe, je me retrouve en soirée quasiment au même endroit. Et je commande un Uber qui arrive dans 11 minutes. Et je suis complètement bourrée. Je me rappelle, je suis assise devant chez ces personnes chez qui j'étais. Je vois 11 minutes, je me dis purée et tout, je suis bourrée. Et là, mon téléphone sonne. Je réponds et il me dit oui, bonjour, c'est le Uber, c'était pour dire que j'arrivais dans 11 minutes. Je dis oui, je sais, j'ai vu, merci et tout. Et il me dit t'es pas la fille que j'ai pris avec son ami là, il y a quelques temps, il y a une semaine? Je dis peut-être. Il me dit oui, il avait fait ça et tout. Je dis oui, effectivement, c'était nous. Et je dis bah écoute, en fait là, je suis bourrée, donc ce que tu me racontes, j'en ai un peu rien à faire. Est-ce que tu peux juste venir me chercher? Oui, t'inquiète pas, j'arrive et tout, attends-moi et tout. Donc ce mec qui me connaît, entre guillemets, va commencer à conduire et va me dire t'es toute petite. Et donc il va attendre sa main en disant on peut faire la taille des mains? Moi je tends ma main et tout, il fait la taille des mains et tout. Et donc on passe de ça à ça. Et je lui dis ben lâche-moi en fait. Et il me dit non mais t'inquiète et tout. J'ai dit en fait est-ce que tu peux poser tes deux mains sur le volant parce que au-delà que ça c'est assez dangereux en fait. Non t'inquiète, je sais très bien conduire avec une seule main. Et il va garder sa main sur ma cuisse et il va faire des allers-retours pendant des longues minutes. Il fait sortir de la voiture en arrivant. Et en gros, il va me suivre, il va sortir, il va me dire reste avec moi le temps que je fume ma cigarette. Et voilà, et je vais finir par dire écoute, j'ai entendu du bruit, il y a mon père à la maison, s'il sort et qu'il me voit avec un garçon, il va péter un câble. Et ça m'a sauvée. Donc voilà, et puis après ça a enchaîné, des mains au cul de mes potes, de l'époque. Et donc c'était une période où il m'arrivait que de la merde. Donc là, j'explique à ma famille que c'est bon, Montpellier, je n'en peux plus et qu'il faut que je parte. J'ai la chance d'avoir une alternance à Paris, donc je prépare mon départ. Pour resituer, je vais partir à Paris à peu près à mes 20 ans. C'est la dernière soirée que je dois faire à Montpellier, je suis avec mes amis. En fait, ça fait 2 ans que j'en chie. Donc je dis c'est ma soirée. Et donc avant cette soirée, je vais quand même me renseigner, savoir s'il va y avoir mon violeur ou ses amis proches, etc. Et donc je me renseigne auprès de l'association qui a organisé cette soirée et qui finit par me dire bah en fait la liste est fermée parce qu'on n'a plus de place. Donc toi t'es sur la liste, tes copines aussi, mais eux n'y sont pas. Donc je me dis ok, je vais y aller et tout ça. Je me rappelle, c'est simple. Pour aller dans le before où on devait aller, littéralement, on sort du tram, on fait tout droit 20 secondes, on tourne à droite 30 secondes et on refait tout droit 20 secondes. On est arrivé. On fait tout droit. On tourne à droite. Il y a 2 mecs qui arrivent en train de porter leurs courses, en pyjama. Mon violeur et son pote. Montpellier, c'est quand même grand, hein. On n'est pas sur un petit village. Donc je commence à péter un câble, je commence à manquer de faire un malaise, etc. Ma copine, elle me dit ça va et tout. Elle me dit la bonne nouvelle, il est en pyjama, il n'est pas sur la liste, on va passer une bonne soirée. Donc tout le before, moi je suis en boucle. Je me dis ça va pas aller et tout. Je pars en soirée, une de mes meilleures soirées de ma vie. Avec mes amis et tout, c'est trop bien et tout. Le temps passe et il est peut-être 3h. Du matin et je sens une main se poser sur mon épaule et je me dis bah c'est une de mes copines et je me retourne et je vois une fille en face de moi qui est donc la nouvelle copine de mon violeur qui me hurle dessus et qui me dit je vais te crever salope et tout, arrête de parler de mon mec, t'es complètement folle, la prochaine fois que t'en parles on va te crever et tout. Et là ma copine qui est merveilleuse qui lui dit je vais te crever les yeux si tu t'écartes pas, mais elle lui dit très calmement. Donc il y a un peu un truc de elle arrive et tout, et puis j'ai une ancienne copine qui m'ont harcelée qui arrive en disant ouais Chana t'abuses et tout, je suis en mode vous êtes toutes des merdes en fait. Donc moi j'essaye de me reculer, de me dire bon et tout, bon elle est là et tout, je sais pas comment je suis passée à travers ça parce que j'avais dit qu'il fallait pas qu'elle soit là. Je prends un peu du recul, je respire et tout. Et donc je vais pour descendre la boîte, descendre les escaliers et sortir prendre l'air. Je vais pour descendre. Et là j'entends « Eh sale pute !» Et je me retourne et je vois mon violeur. Donc il arrive et je suis face à une scène encore une fois où on se dit « Mais comment c'est possible ?» C'est-à-dire que le mec m'a violée, le mec m'a pourri la vie. Et il est face à moi, il veut me casser la gueule. On est sur une scène où je vais faire que des malaises. Je vais monter, descendre. Donc je suis en haut de ces escaliers. Il y a mes amis autour de moi. Lui, il va être là en mode je vais te casser la gueule, etc. Et moi, toutes les 10 secondes, je vais tomber. Je vais me relever. Mes potes, ils vont me dire attends. Je vais dire ça va. Donc je vais reprendre et tout. Et je vais dire mais en fait, t'es fou. Je vais retomber. Et donc on fait ça à peu près 5 fois et tout. Et j'ai la chance à ce moment-là que j'ai un ami qui est boxeur de haut niveau et qui s'interpose en disant en fait, je peux tous vous tuer. Donc écartez-vous et laissez-la sortir. Donc on me porte à moitié, on me fait sortir. Et donc là, c'est vrai que j'ai pas souvent eu d'idées noires et tout ça, mais je me rappelle qu'en fait je m'allonge en plein milieu de la route et en fait j'en ai marre. C'est pas une envie suicidaire énorme à ce moment-là, c'est juste un truc de, c'est ça la vie, je suis fatiguée en fait. Donc je m'allonge et tout et mon pote, il me soulève, il me dit t'es complètement folle, il m'amène sur le côté, on discute et tout. Et au moment où je vais pour prendre le Uber, il y a mon violeur, sa meuf et leurs potes qui sortent.
Sa meuf qui court, et je me rappelle, je rentre dans le Uber, je ferme la porte. Sa meuf qui court, qui ouvre la porte. Et elle veut me faire sortir et tout. Une histoire très drôle, mais qui m'a sauvé la vie, c'est que le chauffeur sort de la voiture, pas pour me défendre. Il dit, espèce de connasse, lâche ma porte, tu vas abîmer ma voiture. Et donc c'est ça qui m'a sauvé la vie, parce que du coup, il lui a dit, si tu lâches pas ma porte, je te casse la gueule. Et donc en fait, c'est ça qui m'a permis de partir. Et donc après ça, je vais partir littéralement 2 jours après, m'installer à Paris. Donc à ce moment-là, il y a plein de choses qui arrivent. Un peu avant, je m'étais rendu compte que je faisais du vaginisme. Comment? Tout simplement parce que j'ai dû faire un dépistage d'AMST. Donc littéralement, on parle d'un coton-tige. Et lorsque j'ai mis le coton-tige, j'ai failli faire un malaise. Donc le vaginisme, en fait, c'est quand ton vagin va se contracter et en fait, c'est souvent après un trauma. Et donc en gros, il explique que plus personne ne peut rentrer à la porte, quoi. Et c'est une douleur énorme, c'est un stress énorme, etc. Et donc moi, il y a plusieurs manières de guérir de ça. Moi, j'ai fait des ultrasons. Donc en fait, on est allongé souvent chez une sage-femme sur une table. On vous met une sorte de plaque en fer sous le bassin et on va vous passer une sorte de petite pointe qui va venir comme ça fait pas du tout mal. Et donc en fait, avec des ultrasons, ça va réouvrir petit à petit. Donc ça a pris quelques temps, mais ça a bien marché. Donc je suis partie à Paris et là c'est le contre-coup de tout. C'est je tiens depuis 2 ans, mais je peux plus tenir. Je me retrouve dans un petit appartement de 19 mètres carrés, c'est mon premier chez moi et il n'y a rien qui va. J'essaye de garder la face, mais ça va pas. J'ai la chance que ma mère m'aide pour trouver une psychologue et qu'elle trouve ma psychologue actuelle qui est une personne absolument merveilleuse qui m'a sauvé la vie en partie. Et je vais commencer à aller parler à cette femme et au fur et à mesure des séances, elle va m'ouvrir les yeux sur plein de choses. Sur des trucs où je vais comprendre que je suis normale et tout ça. On va commencer par le fait que se détacher pendant les rapports, etc. Je comprenais pas. Elle m'explique qu'on a une amygdale dans le cerveau qui est différente de l'amygdale qu'on a dans la bouche. Et en gros, elle va m'expliquer que ça va agir un peu comme un disjoncteur pour faire en sorte qu'on ne fasse pas de crise cardiaque. Donc ça peut aussi arriver pendant un accident de voiture ou autre. Et en fait, c'est juste ton cerveau qui envoie un message en disant « Là, on va crever si on ne se déconnecte pas. » Et hop, on se déconnecte. Donc elle va m'expliquer ça. Et je me rappelle que juste après, elle va me dire « Et toi, comment tu fais ?» Je vais dire « Comment ça ?» Elle va me dire « Tu te déconnectes forcément, sinon tu ne serais pas en vie. » Et je vais dire non. Et elle me dit, c'est simple. Tu peux peut-être te droguer. Je lui dis non. Tu te scarifies. Je dis non. Tu t'alcoolises. Je lui dis non. On continue. Et je dis non. Et je dis, moi, je suis pas. Et j'ai un peu ce truc qui est un peu triste de dire ça. Hein. Je suis pas là pour me valoriser non plus. J'ai un peu ce truc de moi, je suis pas comme ça. Moi, je gère. Et je me rappelle qu'elle sourit et qu'elle me dit d'accord. Il faut savoir que c'est une psy. Après, on n'aime pas. Moi, cette femme, c'est tout pour moi. Elle va vous laisser. En fait, elle m'a toujours dit, tu as un profil qui fait que si je te dis, tu vas fermer les yeux. Il vaut mieux que tu te rendes compte et après tu vas changer. Donc elle me dit rien à ce moment-là et on continue, etc. C'est à ce moment-là aussi que je vais me rendre compte que cette période noire que j'ai vécue, c'est juste que j'ai envoyé les signaux de je suis faible, attaquez-moi, je suis la bonne proie. Donc ça va aussi d'un côté me rassurer, d'un autre côté me terrifier en me disant si je reste comme ça, je cours à ma perte. Et donc, je vais être dans un truc où je suis extrêmement triste, extrêmement seule, je sais plus à qui je peux faire confiance, je sais pas si je peux nouer des amitiés profondes parce que mes derniers amis m'ont tous tourné le dos quasiment. Et le seul truc qui me reste à faire, c'est de me dire que je suis dans une grande ville et que autant profiter. Donc je vais commencer à me mettre sur les applications de rencontres, je sors d'une grosse période de vaginisme, donc entre guillemets, je peux enfin avoir des rapports. Et donc je vais avoir ce truc qui est souvent pas compris et souvent critiqué, surtout sur les réseaux sociaux, d'ultrasexualisation. Et les gens disent souvent, ouais, mais en fait, on peut pas avoir beaucoup de rapports comme ça après un viol, c'est-à-dire qu'on s'est pas fait violer. J'ai enchaîné, comme on peut dire, les garçons à cette époque-là parce que j'avais besoin de me prouver qu'ils étaient pas tous pareils. Sauf que du coup, on se rappelle qu'il me fallait forcément un truc pour déconnecter et c'était ça. Je me suis rendu compte, après, que j'ai passé 1 an à demander à des petits chats, moi j'appelle ça des petits chats parce que c'est des garçons qui étaient absolument adorables, qui voulaient pas mon mal, de me violenter à outrance pendant les rapports pour que je puisse me déconnecter. Donc l'idée c'est que on avait des rapports, etc. Moi, il faut savoir que j'avais pas forcément envie. Pour moi, ça c'est un des trucs les plus tristes de mon histoire, c'est que en fait après on me violait plus, je me violais toute seule. Parce que j'avais pas envie, parce que je disais à ces garçons de venir, la plupart je les connaissais même pas avant qu'ils viennent. Et au moment où je recevais un message, je suis en route, tout mon corps me disait on n'a pas envie. Et je me disais mais j'en ai besoin. Et du coup, ils venaient et tout, on commençait à avoir des rapports classiques. Et je disais, non, mais moi, j'adore qu'on me mette des gifles. Non, mais plus fort, en fait. Jusqu'à que je sois à 2 doigts de tomber dans les pommes et que mon corps, il dise, ah, c'est trop. On se déconnecte.
C'était trop dur physiquement, mentalement, je tenais plus et c'était le seul truc que je trouvais pour essayer d'aller mieux. Donc je vais continuer ça pendant 1 an, parce que des jambes violentes, etc. Et ça va être très compliqué parce que je peux pas avancer en fait. Je suis dans une spirale infernale, etc. Et en fait, à ce moment-là, je vais commencer à prendre des traitements, des antidépresseurs, des anxiolytiques, et ça va un peu m'ouvrir les yeux sur tout ça et je vais me rendre compte que y a un vrai problème, quoi. À la même période, je vais tomber dans une dépression profonde. J'arrivais même plus à me doucher. Je me retenais de boire pour pas aller pisser parce que je voulais rester allongée. J'étais incapable de manger. Du coup, je faisais des crises de boulimie au bout de 2 jours parfois parce que d'un coup, j'avais faim. Donc, je mangeais des quantités. Genre, je pouvais manger 2 ou 3 menus McDo ou des quantités astronomiques. Pendant ma dépression, j'ai pris 20 kilos. Ça, c'était très dur aussi de voir mon corps encore plus changer, etc. Voilà, il y avait ces mecs qui venaient, moi qui continuais à me faire du mal de toutes les manières possibles. Et donc voilà, j'avais la chance d'être bien suivie par une psychologue, un psychiatre et tout. Et donc on va continuer à avancer vers ma guérison. Et puis à ce moment-là, donc à peu près à la fin de 2022, je me dis que c'est plus possible et qu'il faut faire des choses pour aller mieux. Ça fait quelques temps que j'écris, je fais aussi des TikTok, pas mal. Et je raconte ce que je vis, donc ce qui m'a permis entre guillemets de me faire connaître dans ma niche, on va dire, et de trouver des gens avec qui communiquer. C'est un TikTok que j'ai fait sur cette addiction au sexe violent et j'avais hyper honte quand je l'ai posté. Bon, les commentaires allaient avec, il y en avait beaucoup qui étaient très durs, mais j'ai reçu peut-être 300, 400 messages sur mon Instagram et sur mon TikTok de personnes qui me remerciaient, de personnes qui me disaient qu'enfin elles se sentaient comprises. J'ai eu la chance de trouver des gens qui, encore aujourd'hui, ils me soutiennent quasiment autant que mes amis ou que ma famille, quoi. Donc c'est merveilleux. C'est la force un peu des réseaux. Et donc en gros, ces gens vont me motiver et je vais me dire, tiens, je vais écrire un livre. Ça a été un moteur parce que si je te dis dans mon livre que je peux m'en sortir, c'est qu'il faut que je m'en sorte. Moi, je suis à fond dans le développement personnel à ce moment-là, je lis à fond, je commence à sortir, à me mettre beaucoup au sport, donc je vais perdre à ce moment-là à peu près 15 kilos en allant au sport, en mangeant bien, en méditant, je vais faire du yoga et surtout je vais écrire. Et moi, ça a été un truc qui m'a tellement aidée de pouvoir écrire, mettre des mots sur plein de choses que j'arrivais pas à dire. Et on arrive donc l'année d'après, début d'année, où je me dis, bon, ce livre, faut le sortir. Et je suis née le 20 avril. Et je me dis, ça va être ton cadeau. Donc j'en parle avec mes médecins, avec mon psychiatre, mon psy. Et à ce moment-là, ils vont me dire, Chana, t'es prête? Ça marche, on va commencer à réduire tes doses de médicaments. Et moi, je suis aux anges, quoi. Et j'ai tout fait pour. À ce moment-là, donc, j'ai plus vraiment, comme je disais, de rapports violents et tout. Je commence à avoir des rapports assez sains, c'est cool. Je commence à faire ma place à Paris. Je commence aussi les tatouages qui ont été vraiment une grosse partie de ma guérison. Pouvoir marquer toutes ces petites choses. J'ai souvent dit, c'est les cicatrices de l'intérieur que je montre à l'extérieur. Là, c'est bon, on va s'en sortir, quoi. Ça, c'est le pire pour moi d'en parler. Quelques temps plus tard, donc, je suis sur les applis et donc relation assez saine, mais moi, en acceptant ma sexualité, j'avais toujours ces problèmes un petit peu de... J'ai commencé mes relations dans la violence. Donc pour moi, si vous voulez, je viens juste d'accepter le fait qu'on peut faire l'amour et que ça existe. Mais à l'époque, même si j'étais plus dans ces relations de violence à outrance, je me faisais dominer parce que pour moi, ça fonctionnait que comme ça. Donc je match des mecs et tout, on se rencontre, on va boire des cafés, des verres, c'est trop cool. Et je vais tomber sur un profil d'un mec où je vais me dire, purée, je le connais. Et je me rends compte que c'est le frère de quelqu'un de connu. Et que son frère l'a mis pas mal en avant ces derniers temps, etc. Et donc je me dis, putain, je le connais et tout. C'est vrai que physiquement, c'était carrément mon style. Bon, j'ai toujours ce truc de me dire, ça doit être un fake et tout, mais bon. Il y avait marqué en gros dans sa bio, je suis pas un fake. Je me dis, bon, ça a double tranchant, c'est sûrement un fake, mais je me dis, je m'en fiche, de toute façon, je vais pas le rencontrer. Je swipe, on m'a dit direct. Quelques jours plus tard, je crois qu'il m'envoie un message. Je lui dis directement, est-ce qu'on peut se parler sur ton Insta? Parce que ça m'apaiserait un peu de savoir que t'es la vraie personne, quoi. Donc on passe sur Instagram, on commence à parler et le mec très très bienveillant, vraiment adorable. Et donc quelques jours plus tard, on va décider de se voir. Donc il me dit de venir directement chez lui. À ce moment-là, en fait, il est en déménagement. Ce soir-là, on va coucher ensemble, complètement consenti. Et au-delà de consenti, ça se passe extrêmement bien. C'est-à-dire que ce mec-là va me dominer et pendant la domination, va s'arrêter en disant ça va. Quand il va sentir que je suis un peu à bout de souffle, il va s'arrêter, il va me dire respire. Il va même me proposer d'inverser les rôles et que je le domine alors que j'avais jamais fait ça. On va me mettre dans une confiance où je n'ai jamais été de toute ma vie. Pour moi, c'est une merveille ce mec. Je vais rentrer chez moi et je vais garder un très bon souvenir de ce moment-là. On va se renvoyer quelques messages et les semaines passent. Moi, j'ai beaucoup de travail à ce moment-là. Lui, il est en plein déménagement et puis voilà quoi.
Donc moi, je suis toujours un peu dans cette période où j'écris, je prévois de sortir mon livre, je suis en train de guérir à fond et tout. Il va me renvoyer un message en me disant ce soir, je suis avec mon cousin. Est-ce que tu veux qu'on se voit et tout, j'ai mon nouvel appart, on est en train de l'aménager. Là, on boit des coups, si tu veux, on peut aller boire des coups chez moi et tout, après, tous ensemble. Je dis, bah grave, pourquoi pas et tout. Sauf que ça traîne. Il m'envoie ce message à 19h. J'attends des nouvelles, je relance. Alors, on est toujours au bar. Donc moi, très bête, à ce moment-là, je me dis, bah tu dois faire ta décoloration. À 23h, il m'appelle en me disant, oui, viens. Je lui dis, bah en fait, quoi qu'il en soit, même si je voulais, je peux pas. Et donc, on va passer 3 heures. Comme ça, avec un mec qui m'harcèle au téléphone, qui m'envoie des messages, qui m'appelle, son cousin me parle alors que je le connais même pas, et ils me disent de venir, et moi je leur dis que je fais ma décoloration et que je ne peux pas en fait, je gère une catastrophe capillaire là. À ce moment-là, tout mon corps me dit, j'ai pas envie, je suis fatiguée d'un coup, mon corps il se sent pas bien, dès qu'il voit un nouvel appel il se sent pas bien, mais c'est un mec super gentil, qui a tout fait bien et voilà, et puis on va passer une soirée sympa, il va me montrer son nouvel appart vu surtout Paris, et puis on va sûrement dormir ensemble, donc c'est cool. Il va continuer à m'harceler d'appels, je vais continuer à dire non, et puis finalement, je vais dire, bah écoute, je finis ma coloration, je te dis si je peux venir. Je vais prendre un Uber et arriver à 4h du matin sur place. Donc déjà, rien que ça, je suis dans le Uber, je me dis, putain, qu'est-ce que tu fais, je me dis, c'est pas une bonne idée. Mais encore une fois, j'ai ce truc de ce mec est adorable, donc tout est ok. Je vais arriver et tout, et c'est son cousin qui va venir me chercher en bas. Une personne que je n'ai jamais vue de ma vie. Et qui va tout de suite me crier à l'autre bout de la rue, salope, dépêche-toi et tout, mon cousin il t'attend, tu nous as fait attendre et tout. Et je lui dis, mais t'es complètement malade en fait, on se connaît pas, parle-moi bien en fait. Et je me rappelle qu'il va continuer comme ça à me parler très très mal. On va arriver dans l'ascenseur et donc il habitait très très haut dans cet appartement. Enfin, il habitait très très haut dans cet immeuble, donc on a pas mal de temps. Les portes vont se fermer. T'as fait bonne route? Et je vais lui dire, mais en fait, il faut attendre d'être dans un ascenseur pour que tu me parles bien. Il va me dire, ouais, ta gueule, et il va essayer de m'embrasser. Et à ce moment-là, je vais lui dire, en fait, non. Et en plus, tu m'as même pas donné ton prénom. Mais je te donnerai pas mon prénom, en fait. Tu n'auras pas mon prénom. Moi, je comprends pas. Il me repousse et il m'embrasse. J'essaye de le pousser, impossible. Et moi, à ce moment-là, je sors de l'ascenseur et je me dis, c'est ok. Pourquoi c'est ok? Parce qu'il est adorable. Donc, je vais rentrer. Je vais dire, ton cousin, c'est un connard. Il va lui dire, t'es un connard. Fin de l'histoire. On ouvre la porte, on se retrouve devant un appart immense où il n'y a que des cartons, que des meubles en plein milieu et tout. On est en plein déménagement, mais il y a une chose. C'est une chaise de camping, de jardin, qui est posée à côté d'une grande baie vitrée ouverte, avec cette fameuse vue sur Paris, avec ce fameux mec avec qui j'avais couché quelques jours avant, nu, en train de bander sur cette chaise. J'ai même pas le temps de capter tout ce qui se passe, j'ouvre la porte, en fait, c'est en une seconde, je dis, en fait, calme ton cousin parce qu'il me parle comme à une merde. Et l'autre qui me dit, non, mais tu fermes ta gueule, en fait, et tu vas le sucer. Et je dis, bah non, en fait. Je me dis, ok, fais les trucs dans l'ordre, c'est rien et tout, concentre-toi. Je dis, ok. Alors, je veux boire, donc je veux un verre, et je veux aller aux toilettes. On me dit, t'as pas le droit de boire, et t'as pas le droit d'aller aux toilettes. Et là, je me rends compte que ça va partir en couille, mais c'est pas du tout la même chose. Je me rends compte que c'est pas que je suis une merde, c'est que je suis rien. Et en gros, si vous voulez, je vais rester enfermée dans cet appartement sans pouvoir sortir. Je me suis rendu compte dernièrement, alors que c'était il y a 2 ans maintenant, que en fait, j'avais été séquestrée. On m'empêchait de vivre, en fait. Et en gros, ce qui va se passer, ça va être un jeu, un super jeu pour eux, certainement, qui va être que ce fameux cousin, il va rester debout, habillé, juste derrière moi. Moi qui vais être mise à genoux de force devant le mec avec qui j'avais déjà couché, qui vais devoir le sucer encore et encore. À chaque fois que je vais m'arrêter, il va me demander pourquoi je m'arrête. Je vais dire en fait j'en peux plus, j'ai pas envie, je vais avoir les larmes aux yeux, je vais dire j'en ai marre. Et il va répéter tout le temps cette phrase. T'as entendu ce qu'elle a dit? Et répéter ce que j'ai dit. Par exemple, t'as entendu ce qu'elle a dit? Elle en a marre. La pauvre, viens lui montrer. Et il me giflait. Et ça a duré ça pendant 2 heures, je pense, de suite. Voilà. Je suis obligée de le sucer et on continue et je me fais gifler dès que j'arrête. Et ce soir-là, en fait, je suis complètement perdue. Il y a un truc très bête, mais je venais de me faire tatouer le genou. Le jour même, je crois. Donc, tatouage en pleine cicatrisation. On m'oblige avec sur mon genou. Déjà, je ressens une douleur énorme, donc mon cerveau, à un moment, il est sur ma douleur. Il est sur ce qui se passe. Je pleure, je me dis, ils vont s'arrêter. Ils ne s'arrêtent pas. J'étais devant deux ours, de lions enragés,
Et j'étais l'animal à qui ils allaient enlever la vie, quoi. Et donc on est devant des mecs qui vont ne pas parler devant moi. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont besoin de se parler, ils vont quitter la pièce. Parce que j'ai pas assez de valeur pour entendre ce qu'ils ont à dire. À chaque fois que je vais parler, on va me gifler parce que j'ai pas assez de valeur pour parler. Je me rappelle que il y a un moment où le cousin va avoir un peu d'état d'âme en parlant de son ex. Le mec avec qui j'avais couché va lui dire arrête d'avoir des états d'âme et tout, c'est ridicule. Et il va dire regarde, elle a pas l'air de penser à son ex. Et il va me dire tu penses à ton ex? Et je vais pas répondre. Il va me lever la tête. Il va me dire je t'ai demandé si tu pensais à ton ex. Et à ce moment-là, je vais dire non parce que j'ai pas d'ex. Et il va me regarder, il va me dire normal, t'es une salope. Et il va reprendre ma tête et il va la remettre. En fait, à ce moment-là, je suis plus rien, quoi. Il me met des gifles de plus en plus fort, donc il y a des fois où je perds connaissance, je tombe en arrière. Et on va recommencer. Et puis là, ils ont envie de fumer une clope. Ça fait à peu près 2 heures, 2h30 que je suis là. Ils ont envie de fumer une clope et je demande, mais je me dis qu'on va pas m'autoriser. Et on m'autorise. Et là, je le dis avec un sourire parce que pour moi, j'avais plus le droit à rien, quoi. Donc je sors, je commence à fumer, etc. Et je me rappelle que je tire 3 tafs. Et qu'on me dit, c'est bon, t'as fini. Je dis, bah non, j'ai pas fini. On prend ma clope, on la jette, on me dit, t'as fini. Et on me retire, on me remet à genoux et on me dit, tu continues. Donc je vais continuer, en fait, ce truc de enlever ma tête en disant j'en ai marre et tout, laissez-moi, je veux pas pleurer et tout. Et en fait, petit à petit, je vais me rendre compte que je peux pas. Et qu'en fait, il vaut mieux juste se taire. Parce qu'à chaque fois, je m'en prends une. Donc finalement, peut-être qu'il vaut mieux se taire et attendre que ça se finisse. Sauf qu'après ça va commencer à s'accélérer. Et donc on a, premièrement, je sais pas pourquoi, ils arrivent, chacun me prend un sein. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des douleurs fantômes, etc. Et depuis mon 2e viol, je porte même plus que soutien-gorge, etc. parce que j'ai tout le temps des douleurs. Donc je me retire et je dis non, mais en fait, non, ma poitrine, en fait, genre je dis ça, je me rappelle, je suis à bout de souffle, quoi. Je suis en mode non. Et je dis j'ai mal. Et il dit, t'as entendu ce qu'elle a dit? Elle a mal? Moi je me dis, je vais m'en reprendre une. Il dit, rallume-moi une clope. Il cendre sur mes seins et il me dit, et là t'as mal? Moi à ce moment-là, je pleure, toutes les larmes de mon corps et tout ça. Et là il regarde son cousin et il lui dit, filme. Et donc il commence à me filmer dans toutes les positions, dans tous les trucs qu'ils me font faire. Moi je dis d'arrêter, je crie et tout. On veut rien savoir, donc on commence à me filmer. Donc en fait on est sur un truc où mon cerveau il sait plus quoi faire. En fait il y a trop de choses. Qu'est-ce que je dois faire? De toute façon je peux pas me débattre, de toute façon je peux pas parler, de toute façon. Plus ça va aller, plus je vais tomber dans les pommes à chaque fois qu'on va me gifler parce que ça va être trop puissant. Et donc il y a une fois où je vais tomber et tout, en arrière, je vais reprendre conscience et je vais avoir le sexe du mec avec qui j'avais déjà couché au fond de la gorge et son cousin qui est en train de me doigter. Et donc je reprends conscience, déjà je m'étouffe, je commence à avoir super mal et je me dis putain en fait à ce moment-là je me dis sans me dire en fait en réalité je subis mais je suis vidée de tout quoi. Là dès qu'ils vont finir ils vont vouloir se parler donc comme d'habitude ils vont partir dans la pièce d'à côté pour pouvoir discuter sans que j'entende. Moi à ce moment-là je vais me rendre compte que je saigne. Quand ils vont revenir je vais dire je vais aux toilettes. Ils vont me dire non et je vais dire si parce qu'en fait je saigne. On m'accorde tellement peu d'importance, je suis tellement rien qu'on va me dire montre-nous alors. Je dis c'est hors de question et tout, je vais pas vous montrer que je saigne. Je commence à aller vers les toilettes, ils me suivent, ils me disent non, etc. Je ferme la porte et ils rentrent derrière moi. En gros, il me dit que lui, il va pisser, etc. Et je leur dis en fait non, je veux juste être seule là. Et je pleure à ce moment-là. Et on est sur le même jeu. T'as entendu ce qu'elle a dit avec seule et on est avec 2 hommes dans une salle de bain où en fait ils décident de faire ce qu'ils veulent. Donc à ce moment-là, j'ai pas pissé et j'ai vécu en fait pour moi la pire chose qu'on puisse faire. À ce moment-là, il s'est passé un truc que je peux même pas dire parce que je l'ai déjà dit trop de fois alors que j'ai dû le dire 3 fois dans ma vie, mais c'était largement assez. Et en fait là, on met le coup de couteau définitif pour dire qu'en fait, on m'enlève toute humanité et que je suis plus rien en fait. Et donc je vais sortir de là. Après, on peut les remercier parce qu'ils m'ont quand même laissé faire pipi. Et je vais sortir et ça va un peu recommencer. Mais moi, à ce moment-là, je suis plus rien, en fait. Je suis plus rien et je comprends plus rien. Et je demande rien qu'avoir des trucs de base par rapport à ce qui vient de se passer. On m'écoute pas, on me laisse rien faire. Et du coup,
ça va s'enchaîner, on va me regifler, etc. Et puis je vais avoir la chance je pense qu'ils étaient sous drogue ou sous alcool. Et il y a la fin du truc où ils sont en mode moi j'ai perdu quelqu'un de proche dernièrement qui habitait dans cet appartement, etc. Moi j'ai fait ça, moi mon ex me manque, et je suis face à 2 mecs qui se mettent à chouiner et à me dire qu'ils ont de la peine. Donc à ce moment-là, je me rends compte que ça me laisse respirer. Donc déjà, je vais rentrer dans ce jeu-là, je vais dire oui, tu souffres, je comprends, etc. Et je vais dire que je veux partir, ils vont me dire non, reste. Et en fait, à un moment, le cousin va pleurer, le mec va s'occuper de lui, je vais en profiter pour me rhabiller, commencer à prendre mes affaires et tout. Et je vais dire non, mais je vais partir parce qu'il a vraiment besoin de te parler là. Et ça m'a sauvée en fait, parce que le mec il faisait un trip ou j'en sais rien, il ressortait, il était là en mode non mais je vais me tuer. Et j'étais en mode il a besoin de te parler. Et en fait, je me suis servi en fait des émotions en disant là il faut que je vous laisse. À ce moment-là, je prends un Uber, il est du coup 7h30, 8h. Je rentre chez moi et je me suis jamais sentie aussi sale. Et je me dis que en fait c'est impossible de se remettre de ça. J'ai toujours ce truc de dire, et c'est absolument horrible et je m'en veux de dire ça, je préférerais revivre 100 fois chacun de mes autres viols, mais jamais celui-là. Je vais rentrer chez moi, je vais aller au travail le lendemain et ça va pas marcher quoi. Au bout de 2 heures, je vais être en crise d'angoisse. Je vais essayer d'en parler un peu. J'ai eu la chance à cette époque-là d'avoir des collègues merveilleux, donc je me rappelle, je m'isole avec une de mes collègues, je raconte. Je descends, j'appelle ma mère. J'appelle ma sœur, je leur explique ce qui s'est passé et tout. Je vais aller voir directement ma psy, donc directement on va me réaugmenter toutes mes doses de médicaments obligatoirement. Après, c'est avec la chute aux enfers pendant une semaine. Genre pour moi là, il n'y a plus besoin de vivre, il n'y a plus de raison de vivre. J'arrive plus à m'alimenter, j'arrive plus à boire, j'arrive plus à rien. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toujours cet espoir, il y a toujours ce livre qui va sortir dans à peu près 2 mois, 1 mois et demi. Et je me dis, c'est simple, tu peux pas le sortir, c'est un mensonge. Si tu le sors alors que tu es au fond du gouffre, je me dis, il te reste quelques semaines. Et donc, je vais remettre en place tout ce que j'avais mis en place. La méditation, le temps pour moi, les balades, l'écriture, la musique qui m'a beaucoup aidée, etc. Des nouveaux tatouages, des trucs. Et je vais faire un mix de tout d'un coup, comme une mini-retraite que j'ai fait avec moi-même, en disant, t'as pas le choix. J'ai sorti ce livre et ça m'a aidée. Et après, ça allait encore pas. Et donc, sur un coup de tête, j'ai décidé de rejoindre ma sœur qui habitait à Bali depuis quelques temps. Et en gros, elle avait prévu de revenir de Bali 2 semaines plus tard. Et en fait, j'ai une prime au travail et je me dis, il faut que tu partes. Parce que là, tu n'y arrives plus, tu débordes. Donc, je pars. Et finalement, ma sœur va rentrer 2 semaines après. Et moi, je vais rester 1 mois supplémentaire toute seule, à essayer de me découvrir, à essayer de me soigner, à essayer de me sauver. Et je vais arrêter mes médicaments là-bas. Je vais redécouvrir la vie, m'émerveiller, etc. Et je vais me dire, ok, maintenant je vais y arriver. Quand je vais revenir, je vais recevoir beaucoup d'amour. Des gens qui ont lu mon livre, des gens qui sont présents, etc. Et je me dis, bon, ça va aller. Puis j'ai arrêté mes médicaments, donc on est bien et tout. Et puis après, pente vraiment positive, avec des belles rencontres, des belles relations, etc. Et puis il va y avoir une rencontre, je vais recommencer un travail où je fais un peu des extras et tout. En gros, à ce moment-là, je change de manager, je m'entendais hyper bien avec le manager précédent et là, il y a un nouveau manager qui arrive. Et en gros, son premier jour de taf, je vais dans son bureau pour récupérer des trucs que j'avais besoin pour mon travail. Et en gros, je me penche parce qu'ils étaient au sol et il me dit, te penche pas comme ça devant moi, j'ai envie de te baiser, quoi. J'ai dit, mais excuse-moi, on se connaît. J'ai dit, t'es mon manager, tu viens d'arriver. C'était un manager qui avait mon âge, en fait, il avait 23 ans. Et moi, j'étais hyper proche de l'ancien manager qui était un papa, il était adorable, quoi. Je me dis, mais il est fou ou quoi? On commence à parler et finalement, moi, red flag, j'adore ça, en fait. Et donc, finalement, je me retrouve à coucher avec lui pendant 1 mois. Donc j'ai commencé à me dire, bon, il y a des trucs qui vont pas, il était très violent, il faisait des trucs, il me mettait des doigts alors que j'étais pas d'accord, ou des trucs comme ça. J'ai dit, Chana, arrête. Donc j'ai arrêté tout au bout d'1 mois, je lui ai dit que je voulais plus, sauf que c'est mon manager, on est tous les jours, on est très souvent au travail ensemble. On arrive un jour où je suis en poste, je vais être en train de faire de la paperasse et il va venir, il va forcer pour que j'aille le sucer dans son bureau. Sur quoi je vais répondre non, encore. Du coup, il va m'insulter devant tout le monde en disant je suis qu'une grosse conne. Ça a duré des heures où il va m'insulter devant tous les clients absolument choqués, moi qui m'excuse. Et en gros, on avait juste marre que je ne veuille plus coucher avec lui. Finalement, à un moment, il va même me soulever de ma chaise, je me rappelle, pour m'amener dans son bureau. Je me dis, je vais lui dire, t'es complètement fou. Et en gros, ça va durer des heures jusqu'à que je lui dise, en fait, soit tu prends tes affaires et tu te barres, soit je me barre
Il a fini par partir, sauf que j'ai continué à travailler là-bas parce qu'on travaillait plus sur les mêmes jours. J'avais fait en sorte de me déstaffer des jours où il était là. Et en gros, dès que je passais, même pour faire ma séance ou récupérer des affaires, il m'insultait, etc. Jusqu'à un jour où il m'a levé la main dessus en me disant que, en gros, j'avais menti et que j'étais consentante, etc. En hurlant devant tout le monde. Moi, c'était une de mes plus grosses hontes de ma vie. Donc ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de travailler là-bas. J'ai fait toute une démarche, j'ai posé une main courante, etc. Parce que ce mec-là savait où j'habitais. Je me suis dit, bon, bah, vu comment il est violent et vu qu'il a l'air fou, je vais me couvrir. Je vais passer assez rapidement sur cette histoire en me disant que ça va aller, que c'est pas grand chose, quoi. Mine de rien, ça va quand même me travailler et ça va être un moment où je vais grave me mettre dans le travail. Je me suis rendu compte que c'était un échappatoire pour moi. Je me mets la tête dans le travail, je fais que travailler, je vois plus rien, je vois plus personne et ça marche très bien. Et à ce moment-là, je vais rencontrer un garçon qui est dans les environs de là où je travaille. J'ai enchaîné plein de taf à ce moment-là. Et en gros, on va devenir hyper amis. Et je vais découvrir ce que c'est la manipulation. Et donc, en gros, dès la première discussion qu'on a eue, je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, il avait cherché à avoir le plus d'informations possible sur moi. Ça a duré peut-être 1 mois ou 2, où en gros, ça va être le meilleur ami du monde. Tellement mon meilleur ami que j'en parlais à ma mère tous les jours, et tellement là que les autres n'avaient plus d'intérêt. Je voyais plus mes potes, je leur parlais plus parce qu'il était là. J'étais triste parce que l'autre ne me calculait plus, il était là. J'allais pas bien à 3h du matin, je faisais une crise d'anxiété, il me disait bah, appelle-moi. Il venait me voir juste pour m'apporter à manger. Parce que j'avais faim et qu'il savait que j'allais pas manger. Et il était constamment là. Il va me confier des trucs qu'il avait confiés à personne, à base de grosses histoires, de prison, de trucs. J'ai jamais dit à personne, mais je te le dis à toi. Et je vais être là en mode, bon, je peux lui faire confiance. Donc moi, je lui confie tout ce que j'ai vécu, etc. Et en fait, c'était exactement ce qu'il attendait. On va coucher ensemble quelques semaines. Et entre-temps, on va faire beaucoup de sorties avec d'autres personnes. On va aller beaucoup en soirée, etc. Et c'est vrai qu'en fait, la manipulation était tout le temps là, quoi. On va se disputer parce que, en gros, à ce moment-là, il regarde une de mes copines et il me dit « Elle est super bonne, je veux qu'on fasse un plan à 3 ». Je dis « Bah absolument pas, en fait ». Et du coup, on va se disputer à ce moment-là pour ça, parce que je vais lui dire non et que lui, il n'accepte pas que ce soit non. Et là, je vais faire un récap de ce qui s'est passé. Je me rends compte qu'en fait, on couche ensemble que quand il a envie. Moi, quand je suis fatiguée, on couche quand même ensemble. Quand moi, j'ai envie, on couche pas ensemble. Mais il y a des trucs qui vont pas. Et à ce moment-là, donc, il part. Et il m'envoie un message en me disant on arrête tout, on se parle plus jamais, t'es plus rien pour moi et tout. Sauf que quand un mec a remplacé tout le monde dans votre vie, bah votre vie elle s'écroule. Ce soir-là, je vais passer des heures à pleurer en me disant ma vie elle n'a plus aucun sens. Je vais courir après jusqu'à qu'il me dise bon je te reparle, je te fais ce cadeau. C'était vraiment comme ça qu'il l'a avancé. Je te fais ce cadeau de te reparler. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, donc on était redevenus amis, il était tout le temps là et tout. On va sortir de nouveau en soirée. On va se disputer cette fois-ci pour un peu de la merde. Et on va être dans la voiture. Et grosse dispute pendant 1 heure où il me dit non mais là c'est fini, je te parle plus, t'as plus aucune valeur à mes yeux. T'étais comme ma petite sœur. Déjà t'étais comme ma petite sœur mais on couche ensemble, déjà c'est un peu étrange. Il va me ramener chez moi tout de même alors que je lui dis bah non tant pis en fait je préfère rentrer toute seule. Il va me ramener chez moi. Il va se tromper de route. Et donc on va faire 1 heure de route au lieu de faire 25 minutes de route. On passe genre 1 heure à pas s'adresser la parole. Genre c'est horrible. Et en fait, juste avant d'arriver, et en fait, du coup, j'en viens à me dire que tout était de la manipulation. Juste avant d'arriver chez moi, il se met des gifles parce qu'il est en train de s'endormir. Donc il se met des gifles pour se réveiller. Il me dit putain, je suis en train de m'endormir. En fait, il me le dit même pas, il se le dit à lui-même parce qu'il me parle pas. Donc au bout de 3-4 gifles, j'ai dit écoute, en fait, tu vas dormir chez moi, pas parce que j'ai envie, mais juste parce qu'en fait, si tu meurs, c'est de ma faute. Il me dit bon d'accord je vais accepter. À ce moment-là j'avais des lits qui se séparaient, donc je le fais monter et je lui dis écoute bah lève-toi parce qu'il s'est assis directement, je dis lève-toi comme ça je sépare les lits. Non et tout, viens et tout, et il me serre la main, il me dit je t'en veux pas parce que tu as voulu me sauver la vie et tout, donc on est quitte. Je me dis ok et tout, je dis mais je peux séparer les lits quand même, il me dit non et tout. J'ai dit écoute bah je vais me doucher, je fais mes trucs, dors et voilà. Et donc je vais revenir dans le lit, il dormira pas. Et en gros, bah, il va faire comme d'habitude, hein, me chauffer, etc. Sauf qu'à ce moment-là, je vais dire, bah non, en fait. Et il va continuer et tout. Et je me rappelle qu'il va m'obliger à le sucer encore et encore. Et en gros, il va attraper ma cuisse. Il va faire un truc assez horrible. C'est en fait, comme on avait fait à ma poitrine, il va attraper le gras de ma cuisse et il va le retourner dans ses mains, sous ses ongles, etc. Je me retrouve avec un bleu absolument énorme et ça me fait une douleur énorme. En fait, dès que j'arrête, il va recommencer. Encore et encore et encore. Jusqu'à un moment où j'en peux plus, je dis je veux pas, j'en ai marre et tout. Elle me dit la prochaine fois que tu me dis non en fait, je t'encule à sec. Et je me rappellerai toujours que cette phrase parce qu'en fait c'est une phrase que vous pouvez dire, enfin même si c'est horrible, mais à vos amis pour rire, ou c'est une phrase, c'est rentré dans le truc populaire quoi. Mais ça n'arrive pas. Et c'est arrivé. Et je lui ai dit non, j'en ai marre et tout. Il m'a dit ah bon. Il m'a retourné.
Et donc après ça, voilà, ça a continué la manipulation où j'étais face à un mec qui me dit bah je vais aller me dénoncer aux flics en fait. Et moi qui pleure toutes les larmes de mon corps, en disant bah non et tout. Et en fait on a eu un syndrome de Stockholm énorme où j'étais là en mode non mais mon agresseur, je peux pas en fait, il a un cœur trop pur. J'en ai parlé à ma mère, elle m'a giflé. J'ai dit oh non mais en fait le pauvre. Et moi j'étais dans un truc de fou où je me disais le pauvre lui et moi on s'en fout en gros. Donc ça a été comme ça jusqu'au moment où je me suis dit bon il faut couper tous les ponts. Donc on a coupé tous les ponts parce qu'il continuait à me manipuler et que moi j'étais complètement folle, genre je me rendais plus compte. J'ai continué à me dire bon il faut que je tienne et tout et je me suis remise dans le travail. Donc les mois ont défilé et là on arrive à la fin de l'année 2024 où en fait j'en peux plus et je me dis bon bah je vais partir à Bali en voyage solo pour me recentrer sur moi-même et me dire bon ça va me faire du bien quoi. Je suis allée à Bali etc. Sauf que bah j'écoutais pas mon intuition, sauf que j'étais complètement au plus bas mentalement même si je me l'avouais pas et du coup je suis tombée très malade. J'ai failli mourir, j'ai fait un choc anaphylactique, j'étais pendant 10 jours à l'hôpital seule à l'autre bout du monde. Et en fait quand on passe à côté de la mort on regarde tout ce qui s'est passé derrière et on se dit qu'on a perdu trop de temps. Et comme je dis souvent, j'ai passé 5 ans à être détruite de partout, tout le temps. Mais ce qui m'a toujours choquée de moi-même, c'est que j'ai toujours transformé le moche en beau. Et j'ai dit, bah, il faut que je continue. Donc je suis revenue et tout à la fin de l'année dernière. Et là, depuis cette année, j'essaye tant bien que mal. On fait des choses comme cette interview. Le but, c'est vraiment que j'arrive à me détacher de tout ça et de me dire que quand je me lève le matin, parfois je me dis purée, 4 viols, 5 personnes sur tes épaules. Tout ça et tout, tous les flashbacks, tous les trucs, toutes les petites agressions, ce que je détermine dans mon histoire de petites agressions, mais qui sont quand même des agressions lourdes, etc. Et c'est trop lourd à porter sur mes épaules. Et d'un autre côté, moi j'ai envie de pouvoir avoir des enfants qui soient heureux et qui ne portent pas tous les malheurs de leur mère, ou plein de choses comme ça. Donc je me dis que là c'est le moment de mettre un gros coup de pied dans tout ça et de dire on va s'en sortir et s'il faut parler, il faut parler, il faut arrêter de se dire j'ai pas besoin de parler parce que si, j'ai besoin en fait. Je pense que les traumas, on peut pas les effacer, on vit toujours avec, ils sont toujours là, on doit apprendre à vivre avec. Si je parle de mon premier ou de mon deuxième viol, j'arrive très bien à vivre avec aujourd'hui. Ils sont là, parfois ça me fait un peu de mal, mais c'est ok. Mais si je parle de mes derniers, c'est atroce. Mais ça va prendre du temps, je vais apprendre à mieux vivre avec, mais je serai jamais guérie, ce sera toujours là. Et ça fait mal, c'est dur, et c'est un choix qui est dur et que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, quoi. Mais voilà, en fait, c'est ce que je dis souvent, et c'est un peu brut, mais de dire j'ai décidé de ne pas me suicider. Et c'est une décision. Donc j'ai pas le droit. Mon livre, par exemple, il s'appelle Survivre, avec le sur qui est barré. Et c'est mon tout premier tatouage que j'ai fait en arrivant à Paris. Et le tatouage, je l'ai fait le jour même où je viens emménager à Paris. En fait, j'ai toujours dit ça. J'ai dit, j'ai décidé de ne pas me suicider, donc j'ai pas le droit de survivre. Je suis obligée de vivre. Je suis obligée de faire des grandes choses qui sont grandes pour moi. Je suis obligée de m'accomplir, je suis obligée de guérir, entre guillemets, et de ne pas laisser ces personnes détruire ma vie. Ils ont déjà détruit trop de choses. Trop de relations, qu'elles soient amicales, familiales, trop de choses. Donc maintenant, il faut vivre. Ces agressions sexuelles, il y en a tellement en fait. Il y en a partout, tout le temps, qu'elles soient familiales, qu'elles soient dans nos proches, plein de gens qui ne parlent pas, que ce soit à la télé, des gens où quand on va aborder le sujet, ils vont avoir les larmes aux yeux, mais ils vont se retenir, ils ont cette boule dans la gorge qu'on peut apercevoir quand on sait ce que c'est. Et moi, j'en peux plus en fait. Et j'en peux plus qu'on me dise non, mais ça arrive pas tellement. Non, mais en vrai, quand j'explique à quelqu'un que quand ils sont dans une salle, statistiquement, il y a plusieurs personnes qui ont violé des gens, ils me disent non. Ils me disent non, mais toi, t'es trop dans ton truc. Je suis pas trop dans mon truc. Je vous expose des réalités, mais des réalités qui sont tellement horribles qu'on peut pas l'entendre. Et donc, je me dis que je peux pas avancer dans ma vie sans avoir contribué. C'est pas moi qui changerai, malheureusement, je changerai pas le monde, je changerai pas les hommes ou les femmes qui font subir ça, je changerai pas les mentalités qui disent ça n'arrive pas. Mais au moins, je pourrais dormir sur mes 2 oreilles en disant que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et certes, j'ai pas porté plainte. Mais pour moi, c'est comme une plainte générale où je vous dis pas qui c'est. Les personnes qui se reconnaîtront, ils sauront que ça m'a brisée et ils sauront que je me suis réparée aussi et que je travaille à ça. Je veux aider les gens, je veux que les gens puissent se reconnaître et puissent se dire je suis pas tout seul. Et aussi, j'en reviens aux enfants, c'est très bête, mais statistiquement, encore une fois, c'est absolument horrible. On peut se dire que si j'ai une fille, il y a de grandes chances que ça lui arrive parce que ce sera une femme et qu'en plus, sa mère l'aura vécu.
et qu'elle sera sûrement hypersensible comme moi, etc. Et moi, je peux pas continuer comme ça parce que ma fille, elle va me dire, je touche du bois, mais si elle vient un jour et qu'elle me dit, ça m'est arrivé, dans 20 ans ou quoi, je vais avoir envie de le tuer. Et juste, je veux pas, moi, que tout ce que j'ai vécu, ça me charge d'émotions et que je sois pas une bonne mère à cause de ça. Le plus important, je pense, c'est toujours ce que je dis, c'est de pas se comparer. Je suis certaine que quand j'ai dit ça, il y a certainement des gens devant la vidéo qui se sont dit purée. Mais parce qu'eux, ils sont en train de se dire, et je le dis ouvertement parce qu'on me l'a dit tellement de fois, non mais moi, je me suis juste fait attoucher. Et je regarde cette fille et j'ose me plaindre. Ou alors moi, j'ai juste vécu un viol. Et en fait, ça, c'est ce qui me fait le plus de peine au monde. Parce que c'est pas juste. Déjà, c'est énorme. Et qu'il y a des personnes qui se seront fait violer des centaines de fois, même dans leur enfance, etc., qui seront droites dans leurs bottes et qui n'auront pas besoin de faire tout ça et qui iront très bien. Et il y a des personnes qui vont, comme les gens peuvent dire juste, même si c'est déjà énorme, se faire attoucher et en mourir ou alors arriver dans des extrêmes. Et c'est ok parce qu'en fait, on vit tous les choses différemment. C'est très important de pas vouloir comparer les peines. Moi, je dis toujours qu'on peut comparer beaucoup de choses, mais les peines, ça se compare jamais. Vivre aussi le malheur. Si moi je dis souvent que j'ai eu besoin de toucher le plus bas fond pour remonter, je dis pas que ça peut fonctionner sur tout le monde, je dis en tout cas que moi ça m'a aidé et que voilà, faut vivre la peine si on a besoin de tout arrêter parce qu'on n'en peut plus. Et c'est un peu fait que ce que je dis, mais parce que je fais, ne faites pas ce truc de vous enfermer dans des activités, dans des trucs qui vous font dire ça va alors que ça va pas. Vivez-le et d'un autre côté c'est un peu contradictoire, mais si c'est pas le moment, ne le vivez pas. Par exemple, moi, à l'époque où il y a eu ce viol par ces deux garçons, j'étais pas prête. Aujourd'hui, je suis prête. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ça 2 ans après. Mais parce que j'étais pas prête et que j'en serais morte. Donc prenez le temps aussi de savoir quand est-ce que c'est le temps pour vous, etc. Et voilà, après chacun a son truc différent. Moi, je fais beaucoup d'anxiété. C'est vrai que la musique, la méditation, ça m'aide beaucoup. Ça peut aider les gens. Et je dirais toujours aux gens d'essayer de lire beaucoup, de développement personnel, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est réussir à piocher dans tous ces livres et même dans ce témoignage, où ce qui va nous toucher nous et ce qui va nous servir à monter. Quand je dis ne pas se comparer, c'est pareil pour la guérison. C'est pas parce qu'un tel ami, moi, tout le monde me dit t'es super forte. Ça fait 5 ans, le premier. Et j'en guéris encore aujourd'hui, j'en guérirai certainement dans 20 ans. Et arrêtez de croire ce qu'on montre sur les réseaux et tout, parce qu'on a l'air tous super forts, mais je fais des crises d'anxiété pas possible tout le temps. Et donc le but de mon livre, donc, comme je disais, il s'appelle Survivre avec le surbarré. Et donc l'idée, c'est qu'au début, je raconte mon histoire. Parce que même si je l'ai écrit, donc c'était au début de toutes mes histoires, mais ce qui m'a gênée, même si j'adore les livres de développement personnel, c'est souvent qu'on me dit fais ça, mais toi tu es qui pour me dire fais ça? Donc comme j'explique au début de mon livre, je peux pas vous demander de me prêter une partie de votre histoire et une partie de votre guérison sans vous dire moi qui je suis. Donc ça m'a tenu à cœur d'expliquer qui j'étais. Et ensuite en fait ça va être juste des pensées que j'expose. J'expose la pensée globale. J'expose ma vision des choses et j'expose comment les gens devraient réfléchir dessus. Et comme j'ai dit par rapport à la guérison, par rapport à tout ça, pour moi, chacun vit les choses différemment. Et donc, en fait, on doit tous peut-être utiliser ces pensées que je trouve assez générales et assez intéressantes pour pouvoir réfléchir à sa propre guérison et que ça parle au plus de monde possible. Donc, j'en ai parlé pas mal sur les réseaux et j'ai eu la chance, ça c'est mon plus beau cadeau, d'avoir des gens que je connais absolument pas qui m'envoient des messages en disant je suis tombée sur ton livre, je l'ai acheté sur internet et ça m'a fait trop du bien. Avoir des gens qui annotent mon livre, des gens qui me demandent des conseils en me disant parce que ton livre m'a sauvée. Là, on m'a envoyé derrière moi ton livre m'a sauvée et je me suis dit non, déjà c'est toi qui t'es sauvée, mais globalement en fait c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Il y a certains moments où je me suis dit que après tout ça on pouvait pas être heureux, on pouvait pas vivre et tout, enfin vivre convenablement. Et en fait, je me suis rendu compte que le bonheur, c'était pas ce que je pensais. Et je pense que oui, je peux pas être heureuse comme je l'aurais pensé quand j'étais petite. Ma vie ne peut pas être un champ de fleurs et ça peut pas être merveilleux. Moi, j'ai choisi de me tourner vers le bonheur des petites choses. Ça veut dire me dire, ok, en fait, j'en ai chié. Mais là, il y a plein de choses qui sont merveilleuses. Là, j'arrive à parler. Là, je vais sortir, il fera beau. Je vais écouter une musique qui est sympa. Quelqu'un va me sourire dans le métro. Et pour moi, c'est tout ça le bonheur. En fait, pour moi, c'est une décision. Et comme je l'ai dit, et ça n'engage que moi, encore une fois, j'ai décidé de rester en vie. Donc là, j'ai plus le choix. Et donc, je veux faire des grandes choses. Je veux m'accomplir parce que sinon, pour moi, ils ont gagné.